à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons de suivre dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 11 mars 2025, avec Aline Viam. Aline Viam est enseignante-chercheuse en art et philosophie à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'Institut universitaire de France. Ses recherches se situent à la croisée de la philosophie contemporaine et des humanités écologiques. Elle présentait ce jour-là, en dialogue avec Régis Thomas, son ouvrage intitulé « Revenir d'entre les morts » et sous-titré « Deleuze et la croyance en ce monde au cinéma et dans les séries », édité aux Presses du Midi. Un essai personnel constituant une introduction claire à la pensée du sociologue à travers son rapport au cinéma, pensé comme champ d'expérimentation existentielle, conceptuelle et esthétique pour résister à la mort, au désastre et à la sidération produite par le fait moderne. Bien, bonjour à toutes et à tous qui êtes présents ce soir et également à tous ceux qui écoutent le podcast puisque nous sommes enregistrés. Donc aujourd'hui, nous présentons l'ouvrage d'Aline Viam, Revenir d'entre les morts, Deleuze et la croyance en ce monde au cinéma et dans les séries. Donc, Aline Viam, vous êtes maîtresse de conférence philosophie et art à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Première question très simple, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage ? Oui, merci beaucoup Régis et bonsoir à toutes et tous. Alors, ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage à la base, c'est une phrase de Gilles Deleuze qui m'obsédait un peu, sur laquelle j'ai donné cours pendant plusieurs années, qui se trouve dans Cinéma 2, l'image temps, donc son livre sur le cinéma moderne qui a été publié en 1985. Et cette phrase dit « Le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus en ce monde ». Et c'est une phrase qui me fascine parce que d'un côté, on ne comprend pas ce que ça veut dire, ne plus croire en ce monde. On a l'habitude de voir, de parler de croyance en termes de croire en un autre monde, qu'il soit religieux, la vie après la mort, qu'il soit politique, les utopies vers lesquelles on souhaite tendre ou pas. Mais croire en ce monde, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, il est là, quoi. Il n'y a pas besoin d'un acte de croyance en ce monde. Ça, c'est pour l'analyse logique de la phrase. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que intuitivement, pas au niveau de la logique cette fois, mais intuitivement, quand on entend la phrase « Le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus en ce monde », on se dit, ça parle de nous, on comprend. Ça nous touche directement sans être si facilement explicable. Et cette idée qu'on ne croit plus en ce monde, ça peut renvoyer au fait de, en anglais on dit doom scrolling, donc faire défiler les images de catastrophes sur son smartphone. D'un côté, on sait que c'est des vraies catastrophes, et d'un autre, on n'est plus affecté. C'est vraiment un spectacle à distance qui défile. Donc cette idée de ne plus croire en ce monde, elle m'intéresse parce qu'elle a des implications politiques. On regarde le spectacle du monde comme si ça ne nous concernait qu'à moitié. Ça a des implications philosophiques. Comment est-ce qu'on arrive à être de ce monde ou pas ? Et ça a des implications esthétiques. Il y a la question de la démultiplication des images qui finalement nous désensibilise aux affects qu'elles portent et aux catastrophes dont elles attestent parfois. Donc c'était vraiment une volonté de me plonger dans l'élucidation de cette phrase « Le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus en ce monde », phrase qui est écrite dans un livre sur et avec le cinéma, et donc d'aller y voir à la fois par la philosophie et par le cinéma, et aujourd'hui, comme on n'est plus en 1985, par certaines séries aussi, avec un peu ce pari que... oui, il y a les algorithmes Netflix et autres qui nous proposent toujours la même chose, en fait. C'est le principe d'un algorithme. Mais avec ce pari qu'au milieu de l'infernale logique algorithmique, il y a des créations qui résistent, qui essayent de proposer des formes de croyance en ce monde, ou qui, en tout cas, donnent
une vision critique de ce que ça veut dire ne plus croire en ce monde. Donc c'était aller investiguer ce champ-là qui a constitué le point de départ du travail qui a mené à l'écriture du livre. Alors, ce livre est très riche, puisqu'effectivement, une analyse du cinéma, mais c'est un éloge du cinéma, une analyse des séries de qualité, et c'est en même temps une très belle intro à Gilles Deleuze, un philosophe qui n'est pas nécessairement très facile d'accès, je dirais, de prime abord, et aussi un livre qui, on le devine déjà dans votre propos, soulève à la fois des questions esthétiques, politiques, économiques, ontologiques, si on veut employer les grands termes, et qui, de fait, aussi interroge notre rapport aux images dans le quotidien. Donc, si vous vous plongez dans le livre, je vous recommande de la page 174 sur le rapport aux images numériques, par exemple, qui est très fine et très, très pertinente. Et à ce propos, vous parlez, une expression qui m'a retenu, de la puissance du cliché. Alors, comment est-ce que vous définissez, vous étudiez cette notion de cliché ? Alors, le cliché, c'est un thème très important dans les 2 livres de Deleuze sur le cinéma. Donc, appelons-les cinéma 1 et cinéma 2 parce que c'est leur titre. Les clichés, avant d'en venir aux clichés au cinéma et dans les images, les livres de Deleuze sur le cinéma sont inspirés de Bergson. On peut dire plein de choses de ces livres, mais on peut les présenter comme des relectures cinématographiques de Bergson, d'une certaine manière. Et chez Bergson, le cliché, on n'arrête pas d'en avoir besoin à chaque instant dans la vie quotidienne. Le cliché, alors la définition technique, c'est une image partielle de la chose, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout à chaque seconde dans votre champ visuel, dans votre champ auditif, etc. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse pour l'action. Donc, Deleuze va retravailler ça en politisant un peu plus la question, en disant on ne voit jamais une image totale de la chose, on voit les choses en fonction de nos intérêts existentiels, socio-économiques, politiques, idéologiques, etc., etc. Et c'est pas en soi une mauvaise chose. On en a besoin pour agir. Si à chaque seconde de votre vie, vous étiez saisi par une beauté qui déborde tellement que vous êtes en extase en permanence, si à chaque fois que vous voyez une occurrence de la misère, vous devenez incapable d'agir et vous êtes là aussi stupéfait et sidéré parce que c'est trop horrible, on vivrait pas. Alors, le cinéma peut se permettre de montrer des personnages comme ça, c'est tout son intérêt. Mais nous, dans nos vies quotidiennes, on a vitalement besoin d'un peu de clichés pour vivre simplement, pour avancer, pour ne pas toujours être terrassé par la beauté et les horreurs du monde. Le problème, et là ça nous met au cœur du sujet, le problème c'est quand il n'y a plus que des clichés. Un peu de clichés, c'est nécessaire, mais quand les clichés commencent à se démultiplier et qu'on ne perçoit plus le monde que par clichés, qu'il n'y a plus jamais d'instant où le trop beau, le trop terrible, le trop horrible peuvent s'insinuer dans la brèche, et là Deleuze reprend des termes des romantiques anglais, c'est une misère intérieure qui reflète la misère extérieure. Enfin, on est dans le désespoir, en fait. Et évidemment, c'est pour ça que Deleuze écrit sur le cinéma et avec le cinéma. C'est une question qui va se poser au cinéma. À partir du moment où il y a une fabrication industrielle des films, il y a des formules qui se répètent. C'est l'algorithme Netflix auquel je faisais... Quand ça devient uniquement formulaïque, quand on ne fait plus que consommer finalement des images, plutôt que de les regarder... on devient insensible à tout ce qui déborde les clichés. Et donc, on se retrouve effectivement dans cette situation fondamentalement paradoxale de ne plus croire en ce monde. Pour reprendre une formule de Jean-Luc Godard, que Deleuze cite dans le livre, on regarde le monde comme un mauvais film. Alors, en parlant d'images, le titre qui a été choisi pour votre ouvrage est particulièrement marquant, Revenir d'entre les morts. Et il y a un très beau passage au tout début de votre ouvrage où finalement vous explicitez
cette expression. Vous écrivez « Revenir d'entre les morts n'est rien d'autre que résister au désastre, c'est-à-dire traverser la catastrophe sans innocence et surmonter le dégoût, réfuter la petitesse des opinions admises, refuser de voir l'expérience réduite à ce qu'elle a de plus trivial, de plus commun, de plus monnayable, créer pour s'ouvrir à la grande vie qui fait rage. » Est-ce que vous pourriez développer un peu plus ? Oui, d'abord sur la fabrique des livres quand même, parce que ça s'écrit pas seul, enfin si, ça s'écrit seul, un livre, mais après il y a des relecteurs et des relectrices. Donc à tout seigneur, tout honneur, la première version du livre, je l'avais intitulé « Croire en ce monde ». Et puis un de mes premiers relecteurs a été Pierre Montebello, qui est philosophe émérite, comme on dit à l'université de Toulouse Jean Jaurès, qui m'a dit c'est très bien, mais c'est pas croire en ce monde, ton sujet, c'est secondaire, ton vrai sujet c'est revenir d'entre les morts. Et en fait, cette formule revenir d'entre les morts, elle est présente chez Deleuze, alors discrètement, c'est pas un titre, c'est pas un des passages les plus commentés, mais en fait c'est assez présent, comme ça, un contrepoint dans pas mal de ses textes. Et c'est très présent quand il parle de cinéma, parce qu'en fait, quand il parle de cinéma, il est notamment en dialogue avec le critique de cinéma Serge Danet, donc qui a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, entre autres. Et dans un texte avec lequel je commence le livre, qui s'appelle « La lettre à Serge Danet », qui a servi de préface que Deleuze a écrite pour un recueil de chroniques que Danet avait écrit pour Libération. Dans cette lettre à Serge Danet, Deleuze dit à Danet vous écrivez que le cinéma a été assassiné avec la Seconde Guerre mondiale, donc la compromission d'Hollywood avec le fascisme, pour le dire très très vite, et que s'il devait revenir, il devait revenir d'entre les morts. Donc il y a à la fois ce vieux thème de la mort du cinéma qui n'est pas le truc de page opinion, est-ce que le cinéma a encore une pertinence sociale, blablabla, qui est vraiment est-ce qu'il a encore il y aura toujours des films, mais est-ce que ça a encore une pertinence, est-ce que ça nous fait encore penser, est-ce que ça nous fait encore bouger, quelle est la puissance du cinéma ? Ça, c'est une question qui revient tout le temps et qui revient au moment du dialogue de Deleuze-Danet dans les années 80, avec le développement de la télévision notamment, et déjà de l'image numérique. Il commence déjà à en parler à l'époque. Donc il y a ce thème-là, d'en revenir d'entre les morts. C'est quelque chose que le cinéma doit continuellement réinventer pour garder sa pertinence. Et puis il y a aussi, chez Deleuze, il parle des personnages de films, notamment de René, auquel je consacre le chapitre 2 du livre. Il dit ces personnages sont un peu comme des zombies. Alors, c'est pas des zombies en mode The Walking Dead, mais c'est des gens un peu frileux qui se trouvent entre la vie et la mort, qui vivent précautionneusement. Et Deleuze dit, on pourrait d'ailleurs dire que les philosophes sont souvent un peu comme ça, à croire venir d'une mort, la mort de Socrate qui inaugure la philosophie, et à se dire qu'ils vont vers une autre mort et essayer de faire le meilleur de tout ça. Donc il y a ce thème aussi philosophique, et puis il y a vraiment, et ça c'est évident quand on va travailler les films et les séries, il y a un enjeu existentiel. Cette fois-ci, on ne parle pas de la mort physique, mais finalement, quand nous sommes tout le temps assujettis au règne des clichés, nous sommes en état de mort-vivant. Enfin, nous sommes, mettons, des boucliers que sont les clichés entre nous et nos affects, entre nous et les catastrophes et ce qui pourrait nous saisir dans le monde. Donc, revenir d'entre les morts, c'est aussi sortir de cette forme de torpeur, de cet enchaînement de clichés, et s'ouvrir à la puissance, notamment affective, parce que les philosophes parfois se méfient des affects et des émotions, mais ça me semble crucial aussi politiquement, revenir à la puissance affective du monde des catastrophes et des images qui nous entourent. Alors,
avant d'évoquer donc le rapport de Deleuze et du cinéma, je vais juste faire un petit point par rapport à Deleuze, très brièvement, en essayant de ne pas me faire étriper par les deleuziens dans la salle. Voilà. Donc, la philosophie de Deleuze se caractérise par une valorisation de la croyance, croyance comme puissance d'action, précisément. Valorisation de la vie, du singulier, du devenir, et un thème très important, celui de la création, pour habiter le monde, la notion d'expérience, qui est extrêmement importante, reliée précisément à cette notion affective, cette notion d'affect que vous venez d'évoquer. Donc ceci étant, comment est-ce que Deleuze, quel est le rapport que Deleuze entretient avec le cinéma ? Alors, je vais rebondir rapidement sur l'idée de l'importance de la création chez Deleuze. Pour celles et ceux d'entre vous que Deleuze intéresse, mais qui ne l'ont jamais lu, une magnifique porte d'entrée, c'est l'Abécédaire, qui est un long entretien de plusieurs heures, mais découpé en lettres, qu'on trouve de plus en plus difficilement sur YouTube et autres, parce que il y a des droits, c'est sur DVD normalement, mais quand même qu'on trouve. Et la lettre R comme résistance est tout entière placée sous le signe de créer, c'est résister. Et la création pour Deleuze, c'est vraiment la base de sa philosophie, c'est de dire qu'en philosophie, une philosophie vraiment agissante pour Deleuze, c'est pas une philosophie qui représenterait, qui décrirait le monde tel qu'il est. C'est une philosophie qui crée des concepts, donc qui ajoute quelque chose dans le monde. Et ce qui l'intéresse en art, c'est la même chose. C'est pas de l'art qui serait simplement critique, qui montrerait des situations pour les dénoncer. C'est de l'art qui a vraiment une force positive de proposition, qui ajoute quelque chose dans le monde. Il y a une création, il y a une proposition qui change notre expérience, qui n'était pas là avant, et qui modifie notre expérience. Et le cinéma, ce qui l'intéresse, alors comme avec d'autres disciplines, c'est justement que c'est un dehors de la philosophie. C'est pas quelque chose que la philosophie va venir expliquer. Là, c'est pas dans l'Abécédaire, c'est dans une conférence qu'on trouve facilement sur YouTube, celle-là, intitulée « Qu'est-ce que l'acte de création ?», justement dans une école de cinéma, à la Fémis, que Deleuze va dire... Personne n'a besoin des philosophes pour comprendre ce qu'ils font dans leur pratique. L'idée que les mathématiciens ont besoin des philosophes pour leur dire ce qu'ils font en mathématiques, Deleuze dit c'est une idée comique. Le rôle du philosophe n'est pas d'aller expliquer ce que font les autres en se mettant en surplomb. Et c'est tout à fait pareil pour le cinéma. Le rôle du philosophe n'est pas de dire ce qu'il faut voir dans les films. Par contre, ce qui intéresse Deleuze, c'est qu'il y a une zone de friction et de rencontre entre le cinéma qui se suffit à lui-même, qui est un mode de pensée en lui-même et par lui-même. La philosophie, c'est un mode de pensée en soi et par soi-même. Si vous faites se rencontrer les deux, c'est un champ d'expérimentation formidable. Qu'est-ce que les images font au concept ? Comment, en ayant des concepts, des idées ou des obsessions philosophiques, comme qu'est-ce que ça veut dire ne plus croire en ce monde, comment, quand on vient avec ces idées-là se confronter aux images, il y a tout un nouveau champ d'expérimentation, donc de création, finalement, qui s'ouvre. C'est ça qui intéresse Deleuze dans le cinéma. Et quelque chose dont je parle un peu moins dans le livre, mais que je trouve toujours très intéressant de rappeler, c'est que quand on fait des études, enfin je dis on, en tout cas moi, mais je sais que je ne suis pas la seule. Quand j'ai commencé mes études de philo, j'avais assez vite acheté les livres de Deleuze sur le cinéma dans ma bibliothèque. Et dès que j'allais voir un film d'auteur à la Cinémathèque, etc., il y a un index à la fin de Cinéma 2. Donc, généralement, le truc, c'est qu'on va regarder le nom du réalisateur dans l'index, puis on va voir les quelques pages que Deleuze a dédiées à ce réalisateur. Et souvent, quand on vient de voir le film et qu'on lit les analyses de Deleuze, on se dit... Alors, moi, personnellement, étant deleuzienne, je suis très souvent d'accord avec l'analyse de fond, mais parfois, on se dit, mais c'est pas du tout comme ça, la séquence. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est à une époque où à peu près tout
que ce soit légal ou non, vous pouvez le trouver en 2 clics sur Internet. Deleuze vous parle d'une séquence, vous pouvez aller vérifier image par image et vous repassez 15 fois la séquence si son analyse est juste. Mais Deleuze, il écrit au début des années 80. Il n'y a même pas encore le magnétoscope. Enfin, le magnétoscope existe déjà, mais il n'est pas encore dans tous les foyers. Et les gens n'ont pas encore eu le temps de se constituer une vidéothèque des films idéaux. Donc, il écrit, alors avec plein d'exemplaires des cahiers du cinéma, mais il écrit aussi avec sa mémoire de cinéphile. Et comme c'est un livre en plus qui est marqué par Bergson, qui a beaucoup travaillé la mémoire, l'écriture de Deleuze sur le cinéma, c'est aussi une plongée dans la mémoire et comment on n'arrête pas de refaire le film. Enfin, les films qui nous marquent et auxquels on repense, on n'arrête pas de les refaire finalement. Donc c'est aussi le cinéma pour Deleuze, et c'est peut-être plus marquant dans les années 80 du coup, une expérimentation sur l'écriture de la mémoire et de la mémoire vivante qui n'arrête pas de refaire le film au propre et au figuré. Alors, on parle beaucoup de films, donc je pense que c'est le moment de voir des images. Donc, vous avez choisi 2 extraits que nous allons visionner. Le premier extrait, c'est un extrait d'un film de Truffaut, un film peu moins connu, on va dire. Voilà. Je pensais qu'on allait dire un film peu joie de vie. Bon, en même temps, c'est Revenir d'entre les morts, le titre. Donc, bon, voilà. Et après, voilà. Donc, c'est La Chambre verte, qui est un peu moins connu que ses grands succès. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce film et l'extrait que nous allons voir ? Oui, alors La Chambre verte, alors c'est peu dire que c'est un film moins connu que Jules et Jim ou la série des Douanel ou que sais-je. Ça a été un flop total à sa sortie, à la grande surprise de Truffaut. Et pourtant, dès qu'on entend un peu parler du projet, on comprend que c'était assez mal embauché. C'est un film qui est une adaptation d'une nouvelle de Henry James, le romancier, nouvelle qui s'appelle L'Hôtel des Morts, et nouvelle qui racontait, alors là c'était dans l'Angleterre victorienne, l'histoire d'un veuf inconsolable qui dédiait toute sa vie à la mémoire de sa fiancée défunte, au point que sa vie était complètement dévorée. Il ne vivait plus. Pour le coup, c'est ce que Deleuze appelle un mort-vivant. C'est quelqu'un complètement vampirisé qui dédie toute sa vie aux morts, au point d'être déjà mort avant d'être mort physiquement. Et le film reprend vraiment cette trame narrative-là. C'était un film dont Truffaut disait qu'il était très personnel et très important pour lui. Dans sa biographie, et citer une lettre qui dit c'est comme une lettre écrite à la main, ce film, c'est vraiment très personnel. Et Truffaut était persuadé que ça marcherait bien parce qu'il disait tout le monde entretient quand même des rapports avec ses morts, c'est assez universel, mais sauf que tout le monde n'a pas forcément envie de le voir au cinéma, surtout que la narration de ce film est assez fidèle à la nouvelle. On voit un homme joué par Truffaut, ce qui va nous intéresser, mais ça on en parlera peut-être après avoir passé la séquence, qui est le personnage principal et qui est effectivement un veuf enfermé dans une vie complètement consumée par le souvenir de sa fiancée décédée. Ici, c'est plus l'Angleterre victorienne, ça c'est intéressant à relever quand même. Le scénario transpose la narration après la Première Guerre mondiale. Alors Truffaut, il n'a pas connu la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale joue à la fois le rôle de ce que la Seconde Guerre mondiale a été pour sa génération. Et c'est un film où, effectivement, vous voyez passer, mine de rien, en arrière-plan, derrière l'histoire très intimiste, finalement, on voit passer des éclopés. Toute la génération du personnage d'Aven, le personnage principal du film, la plupart des jeunes hommes de cette génération sont tous éclopés, sinon morts, complètement et tout à fait. Et Daven a simplement été épargné, mais à quel prix ? Parce qu'il était, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en
vocabulaire militaire, je suis pas méga compétente. Il était dans l'infanterie, non, pas dans dans l'aviation, enfin bref. Il envoyait les missiles, donc il n'était pas en première ligne dans les tranchées. Mais donc, il en réchappe de la guerre, physiquement. Mais effectivement, le film montre quelqu'un qui est incapable de passer à autre chose et qui se laisse complètement dévorer par le traumatisme. Mais qui, en même temps, se fait, parce qu'il n'est pas complètement... Là, j'en dresse un portrait parfaitement antipathique, mais ce film, une fois qu'on passe la réticence à voir un film qui parle de mort, etc., ce film est quand même intéressant et ce personnage est attachant parce qu'il se fait aussi le porte-parole des morts en disant il demande pas grand-chose, il demande juste qu'on se souvienne d'eux et tout le monde fait comme si la vie devait continuer et qu'on devait oublier que c'était facile. Donc il est aussi porteur de cette idée-là. Enfin, c'est un personnage qui a plusieurs dimensions. Et peut-être qu'avant de parler de la suite, on peut regarder un petit extrait. Et là, on doit faire... Ah bah voilà. Bon, et j'en profite pour mettre un tout petit peu de contexte. Donc la séquence qu'on va voir, c'est la toute première scène du film. Il y a d'abord un générique qui est très beau, que j'ai hésité à vous passer comme séquence, puis je me suis dit que c'était un peu déceptif de passer un générique comme exemple. Mais c'est un générique avec des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale et Truffaut, enfin, qui est dans son personnage de Daven, pour le coup, avec un casque de soldat. Et petit à petit, au fur et à mesure du générique, il baisse la tête et on ne voit plus que le casque. Et on a vraiment ce regard voilà, qui s'incline devant les images de la guerre, en fait. Donc c'est une manière assez forte de commencer le film sur un concerto de Maurice Jaubert qui lui-même est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le thème musical qui revient dans tout le film. Et donc la première séquence, on va pas vous montrer les premières secondes de la première séquence, mais en gros ça commence avec une veillée, voilà. Donc film très... Encore une fois, on s'étonne un peu que Truffaut ait été surpris que ça n'ait pas trop marché. Ça commence par une veillée funèbre. Il y a une jeune femme qui vient de mourir. Son veuf est complètement éploré, n'écoute pas les consolations du curé qui dit « elle est auprès du Seigneur », blablabla. Et au moment de la fermeture du cercueil, se jette violemment, veut s'interposer entre le corps de sa femme et le couvercle. Et puis ça devient un peu violent pour le rappeler à l'ordre, entre guillemets. Et c'est là que le personnage de Daven, joué par Truffaut, intervient pour la première fois pour mettre le curé et tout le monde dehors et parler seul au veuf. Voilà. C'est ça. C'est de votre faute, monsieur l'abbé. Oui, c'est de votre faute. Cette femme n'est pas morte du péché comme on meurt d'un mauvais rhume. Et son mari n'a que faire de vos paroles de résignation. Ceux qui pleurent leur mort, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 1000 ans qu'ils espèrent les revoir. C'est maintenant. Tout ce que l'on attend de vous, c'est que vous disiez « Lève-toi et marche », et que les morts se lèvent et qu'ils marchent. Alors si vous êtes incapable de faire revivre Geneviève Mazet, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, vous n'avez rien à faire ici. Sortez! Sortez! Je m'étais promis d'être fort. Je voulais tenir. Vous tiendrez, Mazet, vous tiendrez à condition de ne pas écouter les consolateurs professionnels. Je sais ce que vous éprouvez. Vous voudriez être mort à sa place ou en même temps qu'elle. Mais c'est de vous, Mazet, uniquement de vous, qu'il dépend que Geneviève continue de vivre. Comment pouvez-vous dire ça? Qu'est-ce que vous en savez? Votre histoire est exactement la mienne, Mazet. Ma femme est morte il y a 11 ans, quelques mois après notre mariage, au cours d'un voyage en Italie. Comme vous, j'ai cru que je ne pourrais pas lui survivre. Comme vous, je n'entendais autour de moi que des paroles stupides de résignation. Comme vous, j'ai voulu mourir. Et vous avez trouvé le courage de continuer sans elle? J'ai décidé que si elle était morte pour les autres, pour moi, elle serait toujours vivante. Écoutez-moi, Mazet, je vais vous dire la chose importante.
Pour les indifférents, les yeux de Geneviève sont fermés. Mais pour vous, Gérard, ils resteront toujours ouverts. Ne pensez pas que vous l'avez perdue. Pensez que maintenant, vous ne pouvez plus la perdre. Consacrez-lui toutes vos pensées, tous vos actes, tout votre amour. Vous verrez que les morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. Croyez-moi, Gérard, nos morts peuvent continuer à vivre. Alors, dans votre ouvrage, par rapport à ce film, il y a une idée très importante, c'est par rapport à cette idée d'expérimentation par le film. Vous mettez en avant que l'expérience passe pas par l'intrigue, elle passe par le film lui-même. Le film lui-même est une expérience à part entière. Oui, et c'est très marquant dans cette séquence. Alors, au niveau de l'intrigue, nos morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. C'est à la fois la formule d'une bénédiction et d'une malédiction totale. Et si on ne se tenait qu'à l'intrigue, si c'était pas du cinéma, finalement, effectivement, c'est le seul sujet. C'est une vie qui se fait vampiriser par le souvenir de mort un peu trop imposant qui ne passe pas d'aucune manière. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que Daven, il est joué par Truffaut, donc il est joué par un cinéaste quand même. On le sait quand on voit l'image, que c'est un cinéaste qui parle. Et avant de parler de son rapport aux morts, ce que fait Daven Truffaut, c'est éteindre la lumière. Au moment où il dit « je vais vous dire la chose importante », il éteint la lumière. C'est comme le noir qui vient au début de la projection d'un film dans une salle de cinéma. C'est un geste de cinéaste. Et par ailleurs, cette idée de... ensuite, il éteint la lumière, vous avez les couleurs qui deviennent plus resplendissantes. Truffaut qui est au centre de l'image, qui se met derrière le cercueil et qui dit « nos morts peuvent continuer à vivre », c'est quand même aussi vieux que la théorie de l'image, cette idée de garder vivants les morts par l'image. La légende antique chez Pline l'Ancien dit que l'invention de l'image, ça aurait été la fille de Butadès le potier, donc on est en Grèce antique, dont le fiancé devait partir à la guerre. C'est toujours des histoires de guerre aussi. Le fiancé devait partir à la guerre et elle voulait le garder près d'elle. Et donc, elle a pris un morceau de charbon dans le four de son père, qui était donc potier. Et avec le morceau de charbon, elle a dessiné les contours de l'ombre de son fiancé pour le garder près d'elle. Donc ça, c'est la légende occidentale des origines de l'image, mais on a déjà cette obsession pour garder des traces des absents, garder vivants les absents par l'image. C'est le travail du cinéma. C'est ce que fait Truffaut dans ce film. Son personnage, il est perdu. Enfin, il va passer à côté de sa vie. Et on avait discuté en préparant cet entretien que ce livre aurait pu être sous-titré attention spoiler, mais c'est des spoilers pas graves parce que, à mon sens, les films sont assez bons pour être intéressants à voir, même quand on connaît la fin. Effectivement, le personnage d'Aven Truffaut meurt à la fin en étant passé à côté de sa vie, en étant passé à côté de la possibilité d'un autre amour. Mais cet autre amour avait pour défaut d'être une femme vivante, ce qui n'est pas ce qui intéresse Daven. Donc si on en reste... pardon, c'est pas de la nécrophilie du tout, on parle en termes de souvenirs, bien entendu. Donc si on en reste à l'intrigue, il y a aucun rapport avec revenir d'entre les morts et croire en ce monde, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film de cinéaste. Truffaut qui éteint la lumière, il nous indique comment regarder ce film et le travail des images. Vous avez une superbe scène dans le film où Daven a construit une chapelle tout entière, ça vient vraiment de la nouvelle de James, une chapelle tout entière dédiée à la mémoire de tous ces morts, avec en point culminant d'une montagne de flammes, qui est en fait une montagne de cierges, l'image de la femme morte. Mais en fait, toute la scène de la chapelle où Truffaut, Daven, commente
les images de ces morts sont des références à d'autres œuvres qui ont influencé Truffaut. On voit une image de Henry James, on voit une image de Oscar Werner, qui est l'acteur qui a joué dans Juliette Jim et dans Fahrenheit 451, avec lequel Truffaut était en froid depuis le tournage de Fahrenheit 451. Et puis en même temps, il a joué un soldat allemand dans Juliette Jim. Donc la scène de la chapelle permet à Truffaut de retravailler en fait tout son rapport intertextuel et intermédial. Toutes ces influences sont condensées dans cette scène, par exemple. Vous avez cet élément très bizarre qui n'est pas dans les nouvelles de James, sur lesquelles Truffaut et Jean Gruaud, son scénariste, se sont appuyés. Dans le film, le personnage de Daven est le tuteur, a priori, enfin son rôle n'est jamais clairement défini, d'un jeune enfant sourd-muet. Et tout ce qui arrive avec ce jeune enfant sourd-muet ne fait en rien avancer l'intrigue principale, mais justement, là, il y a de l'expérimentation avec les images. La première fois où on rencontre le petit Georges, il y a une lanterne magique, on est juste après la Première Guerre mondiale, donc ancêtre des diapositives, si vous voulez. Et Daven commence à lui montrer des nouvelles planches, donc c'est l'ancêtre du cinéma, c'est les images projetées. D'abord des insectes, et Georges et Daven n'en ont pas grand-chose à cirer. Et puis, Daven sort à Georges en disant « Oh, tu vas bien aimer ça !» un nouveau set d'images. Et ce sont en fait des diapositives de la Première Guerre mondiale. Enfin, on voit des corps morts dans les tranchées. Enfin, c'est absolument pas de l'âge du petit Georges. Et c'est ce que dit la gouvernante, d'ailleurs, qui vient clore la scène en disant « Non, mais ça suffit, ces conneries, c'est vraiment pas de son âge !» Et je relève dans le livre que c'est peut-être pas de l'âge, ce n'est de fait pas de l'âge de Georges, mais c'est peut-être de l'âge de Truffaut en tant que cinéaste, parce que c'est un film des années 70. Alors, le cinéma qui revient d'entre les morts, selon la formule de Deleuze et Danet, de juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est un cinéma qui va être un cinéma de dénonciation, qui va poser qu'il faut regarder l'horreur en face, voir les images des camps, voir les images des charniers, etc., etc. Et Danet lui-même a été un grand défenseur de ce type de cinéma. Mais dans les années 70, il commence à dire, là on arrive dans l'âge post, où il faudrait quand même que le cinéma apprenne à se réinventer, parce que au bout d'un moment, dénoncer l'horreur en nous la mettant sous les yeux en permanence, ça devient de l'hystérie. Donc comment se réinvente le cinéma à son âge tardif ? C'est finalement une question que Truffaut se pose dans le film, pas tant dans la narration, qui est tout à fait une ligne claire d'un homme qui est voué à la mort, mais avec les images, en jouant avec ces images qui représentent l'enfance du cinéma, avec le petit Georges qui va avoir aussi un petit côté Antoine Doinel, enfant rebelle, qui à un moment fait une fugue, va casser une vitrine, se fait mettre en prison, très brièvement en cellule. Il a une petite tendance iconoclaste, le petit Georges, il casse les images, alors que Daven, lui, il est en adoration devant l'autel des images, quoi. Ça devient presque des icônes, les images. Donc, autant dans sa narration, le film est intéressant aussi, mais parle d'une vie vampirisée par les morts, autant dans sa réalisation, là, il y a expérimentation avec les diverses puissances du cinéma, nos divers types de rapports à l'image. Il y a aussi la tentative de recréer la femme morte sous forme de mannequin de cire. Le mannequin est tellement ressemblant, c'est vraiment l'inquiétante étrangeté, quoi. C'est horrible, c'est obscène. Donc il y a vraiment une réflexion sur nos différents types de rapports à l'image qui fait la vitalité du film, en fait, qu'on trouve moins dans le personnage de Daven. Si on réduit le film à Daven, on passe à côté de toute la force créatrice du film. Vous écoutez Une rencontre avec Aline Viam à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 11 mars 2025 à propos de son essai « Revenir d'entre les morts, Deleuze et la croyance en ce monde au cinéma et dans les séries » paru aux Presses du Midi. Alors
différents types de rapports à l'image, mais aussi différents types de rapports à la mort, puisque la mort est omniprésente dans l'ouvrage, que ce soit dans le titre ou dans le développement, à travers les sources, les œuvres cinématographiques que vous avez choisies, mais aussi à travers les séries. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le choix précisément des séries que vous avez fait et pourquoi s'intéresser comme ceci aux séries ? Alors, tout d'abord, m'intéresser aux séries, ça fait partie de mon expérience aussi. Enfin, je regarde autant de séries que de films. Et il me semble qu'il y a des séries qui valent la peine qu'on s'y plonge et qu'on pense et qu'on ressente et qu'on éprouve avec elles. C'était aussi intéressant de voir si les concepts de Deleuze, qui sont des concepts forgés principalement pour ce qu'il appelle le cinéma moderne, donc le cinéma qui s'invente après la Seconde Guerre mondiale et qui montre qu'il est du cinéma. C'est ça généralement la différence qu'on fait entre le cinéma classique, grosso modo avant la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a encore après, et le cinéma moderne. Dans le cinéma classique, vous êtes absorbé par l'histoire et vous oubliez que vous êtes au cinéma. Dans le cinéma moderne, le film vous rappelle qu'il est un film quand on est au cinéma. Typiquement, si vous avez vu Pierrot le Fou, par exemple, chez Godard, c'est constant, les adresses face caméra de Belmondo, vous vous rappelez qu'on est au cinéma. Il n'y a pas une illusion de l'histoire qui vous happe et on oublie la technique du film autour. Mais donc, la plupart des concepts de Deleuze dans Cinéma 2 ont été forgés sur le cinéma moderne. Donc, il y avait aussi un enjeu de voir est-ce que ces concepts deleuziens marchent pour les séries. Alors, ça, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Mais la deuxième série dont je parle, donc dans le dernier chapitre du livre, Station 11, là, pour le coup, pour ceux qui connaissent un peu le concept d'image cristal, qui est vraiment un concept assez fort de Cinéma 2 de Deleuze, marche extrêmement bien pour penser le rapport au traumatisme et l'enfermement dans le traumatisme à travers une narration sérielle. Donc ça, c'est la série qui s'appelle Station 11, qui est très très peu connue, qui est sur des micro-plateformes. Enfin, vous devez avoir 2 abonnements, en fait, pour la regarder. Un seul ne suffit pas, malheureusement. Donc ça, c'est la seconde série, Station 11. Et la première série dont on va regarder un petit extrait, c'est une série qui a été réalisée par le réalisateur de Lost, Damon Lindelof, et qui s'appelle The Leftovers, qui a été diffusée sur HBO entre 2014 et 2017, et que vous pouvez maintenant trouver sur la plateforme Max. Et c'est une série... Alors, la première, il y a 3 saisons en tout. La première est adaptée d'un roman. Honnêtement, c'est la plus sombre des 3 saisons. Et à mon sens, ça vaut vraiment la peine de s'accrocher. Malgré la tonalité sombre, ça devient plus lumineux et plus ludique, même si la thématique reste grave, dans les saisons 2 et 3. Et le point de départ de cette série, c'est que... alors, je ne sais plus la date exacte. Je pense que c'est le 14 ou le 17 octobre. Je pense que c'est le 14 octobre 2011. 2% de la population mondiale a disparu simultanément partout autour de la Terre. Il n'y aura jamais d'explication dans toute la série de qu'est-ce qui s'est... Ils ne sont pas exactement morts, ils se sont juste évaporés, tous au même moment. Et la série ne cherche pas... Lindelof a appris de Lost et des fans déçus par le final de Lost en disant ça n'a pas répondu à toutes les questions. Mais déjà dans Lost, son but n'a jamais été de vous proposer un puzzle avec simplement des énigmes. Ce qui l'a intéressé, c'est toujours les affects, ce par quoi passent les personnages. C'est un portraitiste en fait, Lindelof. Et dans The Leftovers, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'élucider le mystère de pourquoi, comment 2% de la population mondiale s'est mystérieusement évaporée au même moment. La série commence 3 ans après. Donc il s'agit de se demander comment on fait après. Comment on se remet d'une telle catastrophe absolument incompréhensible. C'est même pas la
Donc voilà, série qui traite du trauma et du traumatisme, tout comme Station Eleven, qui a été réalisé par un des co-scénaristes qui avait bossé sur The Leftovers, qui est une adaptation d'un roman du même nom, d'une autrice canadienne qui s'appelle Emily St. John Mandel, que je vous recommande beaucoup. Il y a toujours un exemplaire à Ombre Blanche. C'est mon cadeau d'anniversaire, ça marche à tous les coups. Voilà, petite recommandation pratique en passant. Mais cette série, pareil, c'est une série qui met en scène, tout comme le roman, une troupe de musiciens, musiciennes, comédiens, comédiennes, qui, 20 ans après que 99,99% de l'humanité a été rayée de l'existence par une pandémie fulgurante, font des tournées annuelles dans la région des Grands Lacs, en Amérique du Nord, pour jouer Shakespeare. Cette idée que survivre ne suffit pas et qu'on a besoin d'art aussi et de création après la catastrophe. Mais c'est évidemment, tout comme The Leftovers, une série qui parle du traumatisme et de notre rapport au traumatisme et de comment traverser la catastrophe sans la nier, en mode je vais bien, tout va bien, mais sans se laisser définir seulement par la catastrophe. Sinon on se retrouve effectivement comme le personnage de Daven dont on parlait tout à l'heure. On passe à côté de nos vies à force d'être vampirisé par les souvenirs morbides. Mais donc il y avait une volonté en travaillant ces séries de travailler notre rapport à la catastrophe, à la sidération, à la possibilité de non seulement y survivre, mais même d'affirmer qu'on peut vivre et vivre des vies qui en valent la peine après. Et comme c'est très peu présent dans ce livre-ci, enfin si on me connaît un peu en filigrane, mais comme je travaille pas mal sur les questions écologiques, je m'inspire aussi d'un concept qui est assez usité dans le champ des recherches, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités écologiques ou environnementales, qui est celui de double mort, pour parler notamment des extinctions d'espèces. Il y a la mort biologique, il y a le fait que cette espèce était vivante et puis qu'elle ne l'est plus, mais il y a aussi la mort mémorielle, le fait qu'on oublie jusqu'à l'existence de l'espèce, et pas seulement son existence, mais sa manière singulière d'habiter le monde. Vous avez ça chez Vinciane Després, notamment, qui dit quand il y a la dernière tourterelle américaine qui a disparu, c'est un certain rapport au champ, un certain rapport aux baies que l'on trouve dans les bois à l'aurore, etc., qui disparaît avec elle. Donc, ce qui m'intéressait aussi dans ce choix de séries, c'est que c'est des séries qui résistent à la double mort. Refuser de se laisser réduire à la catastrophe, mais refuser aussi d'oublier la catastrophe. Et j'en parle maintenant, vu qu'après on va parler de Station Eleven de Leftovers avec l'extrait. Mais Station Eleven, la série a été un peu maudite pour ce qui est de sa production et de sa date de sortie. Parce que le roman de Emily Mandel, sur lequel est basée la série, il est sorti en 2014. Et elle, ce qui l'intéressait à l'époque, elle ne vivait pas de son art, c'est Station Eleven qui l'a fait connaître et qui lui a permis de vivre de son statut d'autrice. Mais avant, une question qui l'obsédait, c'était qu'est-ce que c'est qu'une vie dédiée à l'art, même si on n'a pas les moyens finalement. Et la pandémie, c'était juste un artifice narratif pour enlever toutes les autres considérations. Quelqu'un qui va aller jouer Shakespeare, il va avoir besoin d'être caissier dans un supermarché pour survivre. Voilà, la pandémie, pour elle, à l'époque, c'était il me faut un artifice pour remettre un peu l'humanité à zéro, qu'on se pose plus la question de est-ce qu'il faut gagner sa vie. Et elle n'y a pas pensé plus que ça. Et quand on lit son roman aujourd'hui, puisqu'on est tous devenus 67 millions d'épidémiologues, on se dit mais il n'a aucun sens ce virus, le temps d'incubation est beaucoup trop rapide. En 2014, ça passait crème. Et ce qui est intéressant, c'est que la série, elle part en production en 2019, et vous voyez venir le truc. Ça commence à tourner en 2020, le tournage est interrompu pendant plus d'1 an par le Covid. Ils reprennent après 1 an avec protocole, écouvillon, masque... on connaît la chanson, comme dirait René.
Et la série est diffusée pour la première fois. Les premiers épisodes sont diffusés aux États-Unis en décembre 2021. C'est le début de la vague Omicron. Il y a une espèce de fatigue pandémique. Il y a beaucoup de gens qui ont dit à l'époque « J'aimerais regarder cette série, je sais qu'elle est bien, mais je peux pas. Je peux pas à nouveau regarder une série qui parle de pandémie. » Et en analysant la série pour le livre, ce qui m'est apparu, finalement, la pandémie, là aussi, ça reste un prétexte narratif, surtout que la série a été écrite avant la pandémie de Covid. C'est pas la pandémie qu'on veut pas voir dans la série, c'est le traumatisme, c'est ce que ça laisse après. On est tous retournés travailler la fleur au fusil, là, un peu comme si de rien n'était, sans espace pour se demander qu'est-ce qui nous est arrivé. Et en fait, cette série, elle devient une expérimentation sur qu'est-ce qui nous est arrivé, comment on vit et comment on affirme encore que cette vie vaut d'être vécue après avoir traversé des sidérations et des catastrophes pareilles. Donc ce qui m'intéresse dans ces séries, c'est qu'elles ne mettent pas hors champ le traumatisme, mais qu'elles refusent de se laisser définir par lui aussi. Que vraiment, elles travaillent, parfois de manière ludique, hein, il y a des moments, je sais que ça a l'air bizarre de le dire comme ça, drôles dans ces séries, mais elles travaillent au corps comment traverser le traumatisme sans l'invisibiliser. Et je me suis rendu compte, et puis après on va vraiment regarder l'extrait, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui devient assez politique. Il y a un article du New York Times qui a 3 ou 4 jours maintenant, qui fait la liste des mots que l'administration Trump a retirés des sites officiels de toutes les agences gouvernementales. Alors, vous avez sans doute entendu parler dans les nouvelles des plus choquants. Le mot « femme » est un mot qui a été épinglé. Les mots « inégalité »,« diversité »,« environnement » sont des mots qui ont souvent été purgés de pas mal de sites gouvernementaux, mais aussi les mots trauma et enfin, il n'y a pas la différence trauma et traumatisme en anglais, mais donc les mots traumatique et traumatisme ont aussi été purgés des sites gouvernementaux officiels américains. Donc il y a vraiment un enjeu qui est aussi politique à parler de notre rapport au traumatisme et de ce qui nous est arrivé. Et le mieux est donc de regarder un extrait après. Alors de l'autre série, en fait, pas du tout celle dont je viens de parler. Donc celle avec 2% de la population mondiale qui disparaît. Et là, vous allez simplement voir. Alors, il y a un peu eu. Toute la série porte sur qu'est-ce qui se passe après, et ça commence 3 ans après. Donc quand les autorités justement appellent à revenir à la normale, mais que personne n'est capable de revenir à la normale. Mais là, il fallait faire des choix. Donc vous allez voir la toute première séquence de la série qui montre ce moment irreprésentable où 2% de l'humanité s'évapore d'un coup le 14 octobre 2011. La séquence est en anglais, il n'y a pas de sous-titres, mais là, franchement, ça rejoint le thème de « il n'y a pas que l'intrigue dans la vie ». Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour voir la séquence. Yeah, no, you people called me. I'm returning your. Yes, I am. I do. That's me. Sorry. Are you the same person I was just talking to? Seriously, I don't have the reference. When Mommy was single and 20, she used to use quarters for this, but now she has to put money into a machine to get a card to put into another machine. Oh, God damn it! Come on. Broke, and the entire basement was flooded. I know, the water was totally up to our knees. Ben's exercise shit that he never uses, the washer dryer. I'm actually at a laundromat right now. Can you, I don't know, can you squeeze me in at 5 or something? Yeah, hold on. Flippy thing, there's a button, a red button. Yeah, honey. It's okay, baby. Yeah. It's a red button. Oh my God, just press it in with a pen or something. Oh, it's perfect. It'll start back up. Okay, I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm going to be home in
Sam? 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 Daddy! Where's my dad? Sam? Sam! Sam! See, he was smuggled right into that car seat. He was right here. He was right in that car seat. Sam, where are you, Sam? Sam, where is he? He was right in there. I don't understand. Please call the police. Call 911. He was right in there. Sam! 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 Mais donc, bon, c'est difficile de sélectionner une séquence de 2 minutes dans une série qui tire sa force du fait que dans la narration sérielle, on a le temps de revenir et revenir encore sous différents aspects, à différentes questions, à différentes scènes, etc. Mais ce que je trouve intéressant avec cette scène inaugurale, après cette mère qui perd son bébé fait partie des 2%, clairement. Au deuxième visionnage de la série, on se rend compte qu'on la revoit 2 minutes dans un épisode beaucoup plus tardif, mais on la revoit plus, en gros. C'est pas du tout une protagoniste de la série. Cette séquence, elle vous pose un univers et elle vous montre un monde, et ça m'intéresse du point de vue de l'image. Ou si vous regardez la scène où elle est dans la voiture là, et elle parle au téléphone et elle s'énerve, il y a le bébé qui crie à l'arrière, vous avez un mouvement de caméra très simple. La caméra va du bébé à la mère, elle reste un petit temps sur la mère, puis il y a le silence qui fait que la mère se retourne, la caméra repanote vers le siège pour enfants, mais cette fois-ci il est vide. Et donc c'est un monde terrible que celui de Leftovers, où depuis un simple mouvement de caméra, vous pouvez disparaître à tout jamais de l'existence. Et on comprend le degré de traumatisme des gens qui héritent de ce monde-là dans l'univers narratif de la série, aussi bien au niveau de la manière dont c'est traité par l'image qu'au niveau de ce que c'est existentiellement 2% de la population mondiale qui s'évapore comme ça. Il n'y a aucune forme de retour à la normale, malgré toutes les injonctions qui est possible. Que ce soit au niveau politique, y a le gouvernement qui fait des agences d'enquête, etc. Mais tout le monde est énervé, parce que aussi bien les scientifiques que les théologiens disent « on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ce jour-là ». Personne n'arrive à répondre à ce désarroi-là. Et ce qu'il y a d'assez marquant aussi, l'auteur du roman qui a coécrit la série disait qu'il avait choisi le chiffre de 2%, parce que c'est un chiffre suffisant pour que tout le monde n'ait pas directement touché en ayant perdu un très proche, mais tout le monde connaît quelqu'un qui, et donc c'est un monde qui est suffisamment traumatisé, mais en même temps avec une espèce de masse brute qui va refuser, qui va dire bon non c'est bon 2%. Et on entend ça, le premier épisode de The Leftovers, vous avez la question du cliché dont on parlait tout à l'heure qui revient un petit peu. Il y a beaucoup de télé dans le fond des bars pendant les scènes, on entend la radio qui joue dans les supermarchés, etc. Et c'est toujours un peu cette normalisation, et il y a des commentaires du style oh ça va, c'est le 3e anniversaire de ce qu'ils appellent le sudden departure en anglais. Enfin, maintenant, c'est bon, on peut passer à autre chose. 2% de la population mondiale, c'est rien. Sur un terrain de football, vous voyez même pas la différence. Bon, qui sont des discours qui, aujourd'hui, font vachement écho à des discours qu'on a entendus aussi pendant le Covid. Mais donc, la série, même au niveau de son travail, de l'image et de ce qu'on peut croire, est-ce qu'on peut croire ce qu'on voit, finalement ? Puisque d'un simple mouvement de caméra, on peut arracher à l'existence, en tout cas à ce monde-ci, un enfant en train de pleurer. La force de la série, c'est justement de questionner aussi bien les images, est-ce qu'on peut croire ce qu'on voit, que les discours, que les différents types de récits.
Alors, en parlant de questionner, on va peut-être laisser la salle poser des questions. Merci Aline. Moi, je voudrais juste des précisions sur qu'est-ce que Deleuze entend par certains concepts qui reviennent, tels que cinéma cristal, cinéma image, cinéma mouvement. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce que veulent dire tous ces concepts-là? Alors, vaste question. Alors, l'image cristal, c'est pas le plus facile à expliquer. C'est un concept, mais donc un type d'image que Deleuze identifie dans Cinéma 2 comme étant caractéristique du cinéma moderne, justement, qui s'invente à peu près à partir de 1945. Et ce serait une image un peu comme une boule à facettes, mais on est à l'intérieur et pas à l'extérieur, avec toutes les faces sont des miroirs. Et le passé, le présent se reflètent. Enfin, on est prisonnier du cristal entre le passé, le présent, entre l'actuel et le virtuel, qui sont vraiment des catégories philosophiques que Deleuze reprend à Bergson. Mais en fait, entre les faits tels qu'ils sont ici et les possibles tels qu'ils insistent ou tels qu'ils nous vampirisent. Enfin, les morts d'Aven dans la chambre verte sont du virtuel qui le font passer à côté de son actuel. Donc le cristal, c'est cet endroit où l'image condense sur une même image. Tu as toutes les faces d'un cristal. Donc tu as à la fois le présent, le passé, l'actuel, le virtuel, et tout ça tourne de manière un peu folle. Ce qu'on peut voir aussi dans Citizen Kane, les souvenirs, etc. Et ce qui m'intéresse, alors c'est un concept de Deleuze qui a eu un succès phénoménal. Il y a des concepts comme ça qui parfois pendant quelques années sont à la mode. Quand je faisais ma thèse, tout le monde voyait de l'image cristal partout. Parce que c'est un joli concept. Enfin, ne serait-ce que le terme est accrocheur. Mais en plus, l'idée qu'on pourrait être dans une zone ou dans une représentation où il y a à la fois le passé, le présent, l'actuel, le virtuel, il y a quelque chose effectivement de très séduisant dans le concept. Mais ce que j'ai moi réalisé en travaillant sur le livre et en reparcourant les passages sur l'image cristal, c'est qu'en fait Deleuze dit mais le cristal parfait, c'est terrible. Le cristal parfait, vous êtes prisonnier de cette indistinction, vous êtes d'Aven, quoi. Et il dit, comme dans la chambre verte, la chambre est littéralement verte. Et il y a une scène, effectivement, où Daven se cache, parce que le veuf inconsolable là, de la première séquence, un peu plus tard dans le film, il s'est remarié. Et ça, Daven, mais il le supporte pas. C'est la trahison suprême. Il ne peut pas y avoir une deuxième Madame Daven. Et donc, quand il vient avec la deuxième Madame Massenet, pardon. Il y a de fait pas de deuxième Madame Daven. Mais donc, à un moment, le personnage de Daven ne veut pas recroiser ce traître qui ose continuer à vivre et qui s'est remarié. Et il se cache derrière une vitre qui a des teintes un peu verdâtres. Et donc Deleuze dit, ça c'est une image émeraude, c'est une déclinaison du cristal. Daven, il est coincé dans son cristal très glauque, là, entre les vivants et les morts, sans clairement prendre position d'un côté ou de l'autre. Donc il est coincé dans cet entre-deux glauque. Et pour Deleuze, c'est le cas de tout cristal. Enfin, c'est invivable d'être dans un cristal. Et le trauma, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, j'ai particulièrement travaillé dans les séries, le traumatisme, c'est un cristal. Quand on est littéralement traumatisé, on ne revit pas l'événement traumatique au passé comme quelque chose qui s'est déroulé il y a X années. Quand on revit un événement traumatique de manière traumatique, c'est comme si ça nous arrivait au présent pour la première fois. Donc on est enfermé dans un cristal de temps aussi, dans le traumatisme. Et donc en fait, quand Deleuze parle de l'image cristal, il n'arrête pas de dire « Attention, il faut que les cristals aient des imperfections. » C'est en termes techniques le crapaud qui est intéressant. C'est la brèche par où la vie, après s'être éprouvée dans les différentes phases du cristal, va pouvoir sortir. Et ça, c'est littéralement revenir d'entre les morts. Donc voilà, l'image cristal, ça peut être
cette confusion de l'actuel, du virtuel, du passé et du présent. Deleuze en parle aussi beaucoup justement sur les acteurs et la figure de l'acteur au cinéma et la manière dont le cinéma représente le théâtre. Il dit un acteur qui joue un acteur en plus, puis l'acteur il est entre lui-même et son rôle, c'est aussi une forme de cristal où on n'arrête pas d'être balancé du côté personne au côté personnage. Et Deleuze dit le théâtre souvent c'est pareil dans les films, il est premier, et dans Station Eleven c'est pareil, dans la série que j'analysais, il y a toujours cette devise des troupes de théâtre, le théâtre est premier, quoi. Il n'y a aucune excuse, il n'y a rien qui passe avant la représentation de la pièce. Et Deleuze dit oui, le théâtre est premier, mais pour que la vie puisse s'y éprouver, là, à force d'être balancée d'une face à l'autre du cristal, jusqu'à ce qu'elle puisse se libérer. Donc le théâtre est premier, mais à condition d'en sortir, en gros. Et c'est exactement pareil pour l'image cristal. Ah, l'image mouvement et l'image temps. Alors, je vais essayer de te faire ça en 3 minutes. C'est super intéressant. C'est le titre. Donc, c'est Cinéma 1, l'image mouvement, livre de 82 de Deleuze. Cinéma 2, l'image temps, livre de 85. Et en gros, Cinéma 1 couvre la période des inventions du cinéma à la Seconde Guerre mondiale. Et Cinéma 2 couvre la suite jusqu'en 1985. Et l'idée, c'est, il y a toujours eu cette grande obsession d'arriver à reproduire le mouvement en images, invention du cinéma. Le premier type de cinéma, ce qu'il y a de génial pour Deleuze, je fais pas les rapports à Bergson si on n'est pas sorti de l'auberge, c'est que pour la première fois, l'image parvient à rendre le mouvement réel et à interroger au-delà de la perception naturelle humaine, comment nous percevons, comment nous sommes affectés, etc., comment nous agissons, tout ça par l'image. Et puis, et c'est un peu ce qu'il appelle, en suivant Bergson, le schème sensori-moteur. Je perçois, ça m'affecte, ce que je vois m'affecte d'une manière ou d'une autre, j'agis en fonction de ma perception et de mon affection. Donc, l'exemple que je prends toujours en cours, c'est un tigre, cette bête féroce qui fonce sur moi. Affection, j'ai peur. Action, je cours. Et Deleuze dit, en gros, je schématise, dans le cinéma classique, finalement, ça tourne, ce schème sensori-moteur. Il y a une forme d'évidence, on croit au monde. Donc, on perçoit, ça nous affecte, et on agit de manière ajustée par rapport au monde. Ce qui se passe avec la Seconde Guerre mondiale, c'est ce règne des clichés, notamment. On ne croit plus ce qu'on voit parce que tout nous apparaît comme un cliché. On perd toute forme d'évidence par rapport à le monde a toujours tourné comme ça, il va continuer à aller dans cette direction-là. Donc finalement, le schème sensori-moteur se casse. Et Deleuze prend l'exemple du néoréalisme italien, des films de Rossellini, où vous avez justement des personnages de femmes qui deviennent des voyants, dans les termes de Deleuze, c'est-à-dire des gens qui voient des choses trop grandes, trop belles ou trop terribles pour eux, et qui n'agissent plus, mais qui sont seulement dans cette posture de voyant, quoi, où on voit l'intolérable. Si vous avez vu Allemagne année zéro de Rossellini, il y a les femmes, mais il y a aussi les enfants. Justement, tous ces personnages mineurs et toujours référés aux hommes du cinéma classique deviennent les premiers à porter la trace de ça. Mais ce n'est plus un cinéma de l'action et du mouvement. C'est un cinéma qui doit réinventer la croyance en ce monde, etc. Et pour Deleuze, ça va ouvrir la dimension du temps. Ce sera plus dans le mouvement qu'on s'enfonce en regardant un film. C'est dans les différentes strates du temps, la manière dont on travaille la mémoire, que ce soit au niveau personnel, existentiel, au niveau esthétique de l'image. Mais aussi, il faut se rappeler quand même le traumatisme des camps et des images des camps. Donc la manière dont ça aussi, ça va aller imprimer les pellicules de cinéma. Mais donc, on passe de la question du mouvement et de l'action à la question du temps et de la croyance, en fait, entre cinéma 1 et cinéma 2. J'ai essayé de faire aussi. Oui. Bref, que j'ai pu, mais on peut y passer des heures, évidemment.
c'est une mise en pratique de l'expérience du temps, là, pour le coup. Voilà. Aline Wiam, merci beaucoup pour la présentation de votre ouvrage « Revenir entre les morts ». Donc, à défaut d'images, vous ferez un plaisir de mettre quelques mots sur les exemplaires de ceux qui veulent lire votre ouvrage. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention soutenue et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. La rencontre que vous venez d'écouter avec Aline Wiam a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche mardi 11 mars 2025. Son essai « Revenir d'entre les morts » Deleuze et la croyance en ce monde au cinéma et dans les séries est publié aux Presses du Midi. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre. Miláčku drahý, když mě máš tak rád, můžeš mě třeba 100 let obývat. Když jsem vás, pane, jednou uviděla, věřím, vám ve všem nemusím se bát. Jenže by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem utrápit se zcela. Miláčku drahý, když mě máš tak rád, můžeš mě třeba 100 let objímat. Když jsem vás, pane, jednou uviděla, věřím, vám ve všem nemusím se bát. Jenže by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem